Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. D'après cette citation de Platon, un coach qui observe son coaché jouer pourrait donc en apprendre plus sur lui qu'en faisant des entretiens. Or, c'est la méthode qu'a choisi d'utiliser mon invité, Simon Keller. Bonjour Simon. Bonjour Mathieu. Alors tu es coach et formateur. Quelle différence fais-tu entre les deux ? Mais je dirais que le métier de coach, la posture de coach en tout cas, je la vois comme un accompagnement à juste révéler les comportements que tu peux avoir. Et le côté formateur, il y a en tout cas facilitateur, je le vois plutôt comme ça. Il y a ce côté où il y a une transmission aussi, pas forcément descendante, mais en tout cas il y a, euh, il y a un contenu qui est appris. Et quand je suis coach, je vise pas du tout à transmettre quoi que ce soit. Tu te présentes également comme joueur. Oui. Alors quel est donc ton rapport avec le jeu ? Voilà, le rapport avec le jeu, bah, depuis toujours. C'est depuis toujours, je crée des choses, je crée des jeux, j'adapte, je transformais mes petits soldats en plastique. Et je les transformais avec une règle de Warhammer, par exemple, tu sais, où il fallait les déplacer, les machins. Et donc du coup, depuis toujours, j'ai cette appétence-là pour détourner des jeux. Et ça s'est encore plus développé quand j'ai commencé l'animation, l'encadrement d'enfants, où en fait je me suis rendu compte que je pouvais être payé pour ça. Alors là, c'était un rêve. Et donc du coup j'ai développé ça et le fait de mettre en place des jeux, de créer des jeux dans lesquels les gamins peuvent vivre des situations exceptionnelles et que moi je voulais vivre quand j'étais gamin. Et ben c'était quelque chose de formidable parce que du coup ils étaient enfin, très à cœur. Enfin c'était beau de les voir. Et en plus de ça, moi je me retrouvais gamin. Voilà, ça permettait de réaliser des rêves que j'avais aussi moi quand j'étais enfant. Donc du coup le jeu c'est depuis très longtemps. Et que ce soit dans ma pratique managériale, que ce soit dans pour créer du lien, que ce soit avec mes enfants, avec ma famille, pour se connaître. Enfin voilà, je pense qu'il y a un jeu pour tout. Et du coup, il y a un jeu aussi pour le coaching. À quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais mettre du jeu dans des séances de coaching ? Hmm. Ça, c'était un moment très fort. C'était pendant ma formation de coach à l'université de Lille, où on travaillait sur c'est quoi mon être coach? Qu'est-ce qui fait ma particularité? Qu'est-ce qui fait ma singularité de coach? Qu'est-ce que voilà. Et c'est un jour où, accompagné par une formatrice, je me suis autorisé à jouer pour la première fois en coaching. Je me suis autorisé à dire mais oui en fait jouer c'est possible, ça a son intérêt et je trouve ça formidable en fait. Et donc du coup ça a été cette première étape où c'est comme si j'avais rallié à une partie de moi que je reniais pendant très longtemps, tu sais le jeu et en fait une autre posture que j'avais, posture de coach et mélanger ça, c'était quelque chose, enfin ça a été une révélation pour moi. Et donc, du coup, depuis, je travaille à mettre en place des situations de jeu dans mes coachings qui sont individuels ou collectifs. Et qu'est-ce que tu recherches comme effet lorsque tu utilises le jeu dans une séance de coaching ? Hmm. Euh, En fait, cette question-là, elle est partie. Enfin, ce travail-là est parti de deux concepts la Gestalt, qui est un courant de psychothérapie, qui dit en gros l'important c'est pas le contenu, c'est la relation. Donc l'important dans une séance de coaching, c'est pas ce que le coaché va raconter, c'est ce qui se passe entre lui et moi. Donc du coup, si l'important c'est ce qui se passe entre lui et moi, qu'est-ce qui se passe si on rajoute des choses dans la relation pour la rendre un peu plus intense?
Et le deuxième principe, c'est ce qui se passe dans la séance peut être le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Il peut se jouer quelque chose entre le coaché et moi, ou entre les coachés si c'est du groupe, qui pourrait remettre en place à l'extérieur avec d'autres. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe si on met de l'extérieur dans la séance et que on part plutôt sur du collectif? Donc voilà, c'est ce côté-là et ça mélangé m'est venu plus ensuite avec le jeu. Ça m'est venu, bah, qu'est-ce qui se passerait si on met en place des séances de jeu, des expériences ludiques qui viennent enrichir la relation et qui viennent enrichir les interactions entre les personnes pour voir comment chacun se comporte, etc. Donc du coup, c'est vraiment le jeu qui vient révéler les comportements, qui vient appuyer les mécanismes de protection, qui vient je veux dire, mettre en avant ce qui se passe dans sa façon de réagir par rapport aux autres. Alors, du coup, donc tu nous as dit que le jeu, ça permet d'enrichir la relation, Ouais, les interactions, ouais, ça permet de révéler les comportements. ouais, Est-ce que tu as vu aussi d'autres avantages à ouais. utiliser le jeu dans une séance de coaching? Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté, qui libère le concept de l'analyse transactionnelle, l'enfant libre. Donc c'est qui libère la spontanéité, qui libère l'énergie créatrice, qui libère, voilà, il y a ce côté si c'est un jeu, il y a moins d'enjeux et donc du coup, ça laisse la possibilité à d'autres choses d'émerger. Ça, c'est un premier truc qui est extraordinaire. Le deuxième truc, le jeu permet aussi de mettre le problème à distance. Si on joue, si on crée une histoire autour du problème, si on joue, par exemple, avec des dés, alors comment il s'appelle ce jeu-là, avec les dés où tu les lances? Storycube? Ouais, c'est ça. Si jamais on va parler du problème grâce à StoryCube, ça permet de mettre le problème à distance et donc du coup de le regarder d'une nouvelle manière. Donc ça, c'est aussi un autre intérêt que je trouve génial. Ensuite, il y a ah ouais, le jeu pour moi permet de faire des choses qui sont impossibles dans la vraie vie. Jamais dans la vraie vie, tu vas aller voir quelqu'un d'autre et dire je t'attaque et je vais conquérir ton territoire en plus de ça, j'ai aucun remords. Dans la vraie vie, il faut être bien portant, il faut être gentil, il faut être cordial, etc. Et donc du coup, le jeu permet ça, permet de faire ressortir des traits de personnalité qui sont pas forcément ceux qui sont vrais. Euh, et, euh, et ça permet de vivre des situations où, par exemple, je suis le chef, je suis en responsabilité, ou alors je suis le méchant, je suis un traître, ou alors je suis le confident, j'ai un secret, il faut que je bluffe, etc. Donc ça permet de toucher à plein de choses qui permettent d'accentuer les comportements de chacun en fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se déroule une de tes séances de coaching? Alors, je vois deux choses. La séance de coaching individuel, on est plus, le jeu est un outil, d'accord? J'en fais pas enfin, c'est ma touche, c'est ma marque de fabrique, mais en tout cas, c'est pas à toutes les séances et c'est pas prioritaire et c'est pas, voilà. C'est que en coaching individuel, le jeu, en fonction de la problématique du client, peut apporter en tout cas une façon de voir différente. Euh, Par exemple, quand un client se retrouve confronté à une situation qu'il est un peu embourbé dedans, qu'il se sent pas bien, qu'il a du mal à prendre du recul, ben, j'utilise par exemple les cartes de Greenville, qui est un jeu formidable, une sorte de Dixit, mais dans un univers un peu fantasmagorique, un peu à la série Stranger Things.
Et donc du coup, et c'est reprendre la mécanique de ce jeu-là qui, avec des images qui sont qui font un peu peur, qui sont un peu inquiétantes. C'est quelle image pourrait représenter au mieux la situation. Et donc du coup, c'est du photolangage là, hein, machin. Puis après, explique-le, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui t'inquiète, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, qu'est-ce qui machin. Donc on est toujours sur l'imaginaire, on est toujours sur la carte. Et toujours dans l'imaginaire, comment tu peux faire pour sortir de ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah bah je pourrais peut-être ouvrir la porte, ou je pourrais peut-être passer par là, ou alors je pourrais demander à la personne qui se trouve ici, etc. On reste dans l'imaginaire. Et ensuite, comment on revient dans le réel et qu'est-ce qui s'est passé, en quoi ça parle de toi? Qu'est-ce que dans ce que tu as ressenti, ce que tu as dit, ce que tu as imaginé, et cetera, en quoi ça parle de toi et en quoi ça peut te donner une autre façon de sortir de cette situation? Et ça donne des effets, enfin bluffants où des personnes, s'autorisent des choses parce que c'est passé par le jeu, en fait. Ah bah tiens, en fait, je pourrais peut-être demander mon avis aux personnes qui m'entourent, demander un coup de main, quoi. Et c'est assez dingue. Donc voilà, c'est le jeu qui vient, en tout cas en séance individuelle, en support d'une problématique. Et après, en coaching d'équipe ou en coaching collectif, donc là c'est sur du collectif, soit en entreprise, en coaching d'équipe avec un objectif bien déterminé, ou alors sur du coaching collectif. Donc ça veut dire des individus qui sont chacun avec leurs objectifs différents, mais qui travaillent ensemble. Bah, du coup, c'est comment le jeu, c'est faire une partie d'un jeu qui va traiter telle problématique. Je sais pas, par exemple, j'ai transformé le double avec des règles complètement injustes et complètement dégueulasses, où du coup ça vient déclencher plutôt des notions une émotion de colère ou d'injustice. Et donc, du coup, c'est regarder ce que ça peut travailler chez les personnes, ces choses-là. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Qu'est-ce que ça peut? Et toujours dans la suite, on joue. Et ensuite, qu'est-ce que tu as ressenti pendant le jeu? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as fait aussi? Quel mécanisme tu as mis en place pour réussir, pour arriver à tes fins? Et ensuite, c'est de là où vient le principe que je parlais de la Gestalt sur ce qui peut se passer ici peut être le reflet de l'extérieur. Donc du coup, sur ce que tu as fait pendant le jeu, en quoi ça peut parler de toi à l'extérieur, dans ta vraie vie, dans tes relations avec tes proches, avec tes collègues, avec ton boss, etc. Et c'est assez bluffant ce parallèle qui est fait entre la situation de jeu et la vraie vie en fait. Alors, j'espère que j'ai été clair, Mathieu. Ouais, ouais, très bien. Super. Tu nous, tu nous as parlé de Greenville, de Double. Ouais. Tu as l'air d'utiliser beaucoup de jeux de société Ouais. contemporains. Ouais. Est-ce que tu te cantonnes à ça? Est-ce que tu utilises d'autres types de jeux? Alors il y a beaucoup de jeux aussi que j'ai adaptés en grand, notamment pour travailler sur du collectif, avec ouais, je dirais au moins avec une dizaine de personnes. Un des jeux que j'adore particulièrement utiliser parce qu'il est ultra parlant et c'est comment il s'appelle, Galerapados, où en fait je l'ai réadapté en grand pour pouvoir vraiment vivre. Si jamais tu vas pêcher ton poisson, tu vas vraiment pêcher ton poisson physiquement avec une canne à pêche, et ce qui permet d'interagir avec les autres personnes qui sont venues pêcher du poisson avec toi, pour un peu voilà, les échanges un peu secrets, pour voir les stratégies, etc. Donc voilà, mais c'est beaucoup de jeux effectivement, de jeux de société qui sont réadaptés. Je commence à utiliser aussi du jeu narratif, du jeu de rôle, du jeu où on va passer dans l'imaginaire, parce que qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que quand tu pars dans l'imaginaire, quand tu pars dans un personnage, quand tu pars dans une improvisation, mais ça raconte énormément de toi. Et donc du coup, c'est qu'est-ce que tu viens mettre en avant, quel côté de ta personnalité ou alors de ce que tu veux cacher, tu mets en avant. Et donc du coup c'est aussi assez bluffant à travailler. Hmm. Et comment tu t'y prends pour détourner les jeux? Parce que je pense que... Est-ce que tu as déjà un objectif en tête lorsque tu vas chercher ton jeu dans ton armoire? Tu dis, tiens, celui-là,
on va l'utiliser pour tel objectif et du coup, je vais le modifier de cette manière-là pour arriver à ça ou comment ça se passe en fait? Généralement, ça se passe sur, OK, il faut que je trouve un jeu pour travailler, telle situation ou en tout cas tel objectif de travail, hem, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme exemple? Heu Galerapados, lui, est venu, dès que j'ai joué, j'ai vu les potentiels de ce jeu-là, j'ai dit: «OK, lui, c'est excellent» parce que tu travailles sur la confiance, tu travailles sur la relation à l'autre, tu travailles sur, est-ce que, je pense qu'à moi ou est-ce que je pense qu'aux autres? Où est-ce qu'il est ton curseur? Mais, par exemple, j'étais confronté. Je travaillais, avec un client qui avait du mal à s'affirmer dans le conflit. Donc du coup, je me suis dit: «Ah, il faudrait peut-être que je trouve, un jeu pour justement, créer le conflit en fait, pour qu'on travaille vraiment sur la relation. Qu'on arrête de parler du conflit qui s'est passé, il y a 3 semaines avec sa femme ou avec son chef, mais qu'on parle du conflit qui se passe maintenant entre lui et moi». Et donc du coup, c'est là où j'ai eu l'idée de détourner le double en rajoutant des phrases, enfin des cartes bonus complètement, ouais, trichées. C'est par exemple, à la fin de la manche, tu peux voler 5 cartes à quelqu'un d'autre. Si jamais tu perds, tu gagnes, et cetera. Et donc du coup, ça crée le conflit, il y a quelque chose d'injuste à tel point qu'on en est arrivé au conflit, donc là je reparle du coaché avec qui j'étais, on est arrivé sur un conflit entre lui et moi en fait. Et le fait qu'on soit en conflit lui et moi, et que ben lui il était souvent dans le conflit, il s'effaçait, etc. Ben, je l'ai invité à justement faire autrement que d'habitude, à pas s'effacer, et que c'est pas parce qu'on est en conflit lui et moi que c'est soit lui soit moi. Là on peut travailler de manière différente. Et au final, ce qui est ressorti de ça, c'est que lui avait besoin de temps pour prendre les bons mots, et c'est pour ça qu'il s'est effacé. C'est parce que comme il pensait que dans le conflit il fallait dire les mots rapidement, et que lui avait peur de dire des mots qu'il pouvait regretter. Et ben du coup ça lui a permis, je l'ai simplement invité à, d'accord, bah prends le temps qu'il te faut, et on reste en lien, on est ensemble, toi et moi, on est encore là. Et c'est à partir de là qu'il a compris qu'en fait, ouais, une fois qu'il peut se poser, qu'il peut donner les beaux mots, il y a pas besoin de s'effacer en fait. Et donc du coup, c'est vraiment ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur comment le jeu peut être utilisé. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est plutôt, pour répondre, revenir à ta question, parce que je vois que j'ai digressé, ça va dépendre. Soit c'est un jeu qui, par son potentiel, m'inspire, et donc du coup que je peux retravailler pour une situation, ou alors c'est trouver un jeu et c'est le transformer pour répondre à une problématique. Et comment tes coachés réagissent lorsque tu leur proposes de jouer en séance? Alors au départ, c'est toujours un peu, euh, euh, c'est pas bizarre parce que du coup c'est prévu en fait. C'est que j'annonce directement, que ce soit dans mes coachings individuels ou collectifs ou d'équipe, c'est dans ma marque de fabrique. On va jouer, et c'est pas parce qu'on joue que c'est pas sérieux. Mais en tout cas, je pense que si on vient me chercher, c'est aussi pour ça. Donc du coup, ils sont même comment je veux dire, en demande, parce que le fait de jouer, ce qui revient souvent, c'est qu'on apprend énormément. Enfin, ils apprennent énormément sur eux, mais en s'amusant. Voilà. Et là, je fais du lien avec les neurosciences, où il semblerait, en tout cas d'après les recherches, qu'on apprenne mieux en s'amusant, que le jeu permet ça en fait. Et donc du coup, il y a ce côté, ouais, si, où c'est annoncé clairement, et puis, c'est généralement quand, je vais fouiller dans mon sac et que je sors une petite boîte de jeux, là, voilà, je pense que c'est l'enfant libre, en fait, c'est l'enfant intérieur qui parle et qui dit: «OK, chouette, on va jouer et on va apprendre en s'amusant». Mmh, super. Toi, quelle posture prends-tu pendant ta séance? Alors à la fois avant, pendant et après le jeu, est-ce que tu te comportes de manière différente?
Ouais, ça va être déjà, ça va dépendre, si c'est un coaching individuel ou collectif. Individuel, bien sûr que je vais jouer et après ce que je vais faire aussi, c'est rester authentique. Moi, rester authentique avec moi. Moi, être au clair avec moi. Pourquoi? Parce que, Hem, je reviens sur ce que je disais au tout début. Le plus important, c'est pas le contenu, c'est la relation. Donc c'est regarder ce qui se passe entre lui et moi, mais sauf que je fais aussi partie de la relation. Donc du coup, c'est si je viens, surjouer quelque chose, en tout cas si je viens, appuyer quelque chose, mettre un peu de faux là-dedans, ça vient brouiller la relation, en fait. Donc c'est si je reste authentique avec moi, avec ma personnalité, avec ce que je ressens et que je suis pas en train de surjouer, que je suis pas en train, du coup, je suis plus au clair sur ce qui se passe chez moi. Et donc, du coup, je vais pouvoir vraiment me centrer sur ce qui se passe dans la relation et qui pourrait revenir de l'autre. Donc voilà, je joue, je reste moi, je joue et voilà. Donc c'est souvent des jeux très rapides en coaching individuel, très simples à comprendre parce que ça sert à rien de passer 1 heure et demie à jouer ou à expliquer les règles pour faire le débrief. Parce que le jeu reste vraiment le support en fait. C'est une manière d'arriver, mais sur la suite, c'est ça qui est important. Donc du coup, on joue ensemble et ensuite il y a toujours j'invite toujours la personne à qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a pensé, et donc du coup de refaire le match avec elle. Heu Bah, voilà, à tel moment tu as fait ça, tiens pourquoi? Ou à tel moment tu as dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, ce que tu as mis en place, en quoi ça peut parler de toi? Dans le coaching collectif, ça va être un peu différent parce que je vais avoir aussi une posture de facilitateur du jeu. Il va falloir que j'explique, il va falloir que je donne les cartes, il va falloir que voilà. J'essaye aussi de mettre en place des jeux qui se jouent tout seuls grâce à l'ordinateur, où en fait tout est mis en place pour qu'il puisse cliquer, qu'il se déplace sur l'ordinateur, histoire que moi je me mette seulement en observateur. Parce que bien sûr, quand je joue, c'est avoir les deux casquettes, ou quand j'explique les règles, quand je facilite, c'est avoir les deux casquettes, celui qui est du facilitateur, mais surtout aussi celui du coach qui va être un peu en méta à regarder tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu les deux postures où je fais toujours des allers-retours entre les deux, quoi. Mhm. Oui, puisque je me posais la question, en tant que coach, si tu prends part au jeu, finalement, tu risques de ne pas avoir la distance nécessaire pour prendre le recul et voir ce qui se passe, surtout en collectif, quoi. Alors, en individuel, t'es plus proche, donc tu peux peut-être jouer avec ton coaché, mais en collectif, est-ce que ça t'arrive d'ailleurs de jouer lorsque tu fais un coaching collectif, Non, ou est-ce que non, tu es non. toujours en retrait? Je me mets en retrait. Non, non. J'explique les règles et généralement, c'est des jeux qui sont relativement simples et je reste en retrait. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai déjà joué? Si, ou alors en icebreaker, par exemple, tu sais? Où je me mets avec les participants pour un peu, bah, pour prendre la température, pour un peu voir ce qui se passe, dans les sous-groupes et cetera. Mais sinon, non, c'est rare que je joue, je suis plutôt en posture d'observation et effectivement, c'est vrai, hein, c'est, en comment, tu peux être et en même temps facilitateur et en même temps, observateur et coach. Mais en fait, ce qui va m'intéresser, c'est pas moi les observations que je vais faire sur le groupe ou sur les individus, mais plutôt les observations que les personnes vont se faire entre eux et de eux-mêmes à eux-mêmes. Tu vois? C'est pas, généralement, c'est pas moi qui vais dire, «Bah oui, bah tu vois là, tu t'es mis plutôt en position de victime, par rapport à un tel et cetera». Mais ça va plutôt être accompagné à faire prendre conscience de la personne de ses comportements. Et là, je reviens avec la différence avec la formation, et ma posture de formateur, facilitateur, où là, ça va être, amener les personnes vers quelque chose. Là, j'accompagne simplement ce qui est là, ce qui émerge. Et c'est comment je peux accompagner les personnes à mettre des mots sur ce qu'ils ont fait. Comment je peux accompagner les personnes à mettre des,
des émotions. Mais c'est vraiment travailler sur le maintenant, sur l'ici et maintenant, en fait. Ouais, ouais, OK. Aurais-tu des anecdotes, de séances qui se sont, particulièrement bien passées ou au contraire, très mal? Ouais. Il y en a 2 qui me viennent. Il y en a la 1re qui s'est bien passée, on va commencer par ça. Je pense que c'est là où je me suis dit: «Waouh, ça marche». C'était un coaching individuel, avec une personne qui avait une cinquantaine d'années, qui voulait retrouver un emploi, mais qui avait du mal. Il se décomposait à chaque fois qu'il passait un entretien. Donc voilà, on travaillait autour de ça. Et je lui ai proposé, un peu, un peu naïvement à l'époque, parce que j'étais pas encore du tout, affirmé là-dessus, bah, ça te dirait si on fait une partie d'un jeu? Il m'a regardé bizarre et je lui ai proposé un The Mind. Donc The Mind, pour ceux qui connaissent pas et qui écoutent, ton podcast, courez l'acheter, formidable. Et donc du coup, le principe, donc on fait une partie de The Mind. On s'est planté facilement. On a refait une deuxième partie et en débriefant, cette personne-là m'a dit, bah, en fait, j'ai compris que je te faisais pas confiance, alors que c'est un jeu coopératif, et que en fait, si je te faisais pas confiance, c'est parce que je me faisais pas confiance à moi. OK, on a joué 15 minutes et au bout de 15 minutes, le client te sort ça. OK, OK, formidable. Donc du coup, on a passé la séance à parler, à travailler ça. On a travaillé d'abord, en plus avec un autre jeu, Ciao Comfort Zone, qui l'invitait à sortir de sa zone de confort et notamment à aller voir, une personne et la complimenter sur sa tenue vestimentaire, chose qu'il était incapable de faire. Et donc du coup, par le jeu, on a passé vraiment la séance à préparer ça, en fait. Et c'était grâce au jeu qu'il est parti, avec, cet objectif de complimenter quelqu'un sur sa tenue vestimentaire. Donc 2 semaines plus tard, aux nouvelles, on se revoit avec cette personne-là et métamorphosé. En fait, plus affirmé, souriant, en contact. Il me regarde dans les yeux, chose qu'il faisait jamais avant. Donc du coup, je suis un peu surpris par ça et puis, il m'a dit: «Bah, en fait, j'ai compris que, je manquais de confiance en moi et que, du coup, je loupais des choses». Et depuis, la dernière séance, je relève un peu la tête, j'ai un peu plus confiance en moi et donc du coup, il se passe plein de trucs super sympas. Là, par exemple, j'ai croisé une femme qui m'a souri et ça m'a refait ma journée, en fait. Et voilà, et tout ça grâce à une partie de The Mind de 15 minutes. Et c'est à partir de là que je me suis dit: «Waouh, le jeu est quand même ultra puissant». Donc voilà, ça c'était pour le côté positif. Heu, une autre séance, plutôt un peu plus, en tout cas ça reste un souvenir, une expérience, très enrichissante, mais j'ai un je me rappelle pas avoir vécu une séance aussi compliquée, où c'était une séance collective de coaching par le jeu, où on travaillait autour de, est-ce que je coopère ou est-ce que, je pense à moi? Et pour ça, j'ai détourné un jeu, c'est un jeu traditionnel qui s'appelle la Tour de Frobel. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de crayon coopératif avec des ficelles, d'accord? Mais avec une petite chaîne, et une sorte de grue, et le but, c'est d'empiler des quilles les unes sur les autres. J'avais mis en place ce jeu-là de manière à ce que je sois totalement extérieur à la situation, et que du coup ça se joue seulement sur ordinateur. Donc en fait, il y avait par exemple, 1re étape, il faut faire ça. Quand c'est fait, passer à la deuxième étape. Deuxième étape, il faut faire ça, et cetera. Donc du coup, le but, c'est de se coordonner chacun pour, déplacer une grue, et mettre et empiler des piles, des quilles. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est dit: «Mais il y a rien qui est noté sur l'ordinateur qui dit qu'on peut les empiler avec les mains». Donc du coup, ils se sont dit: «Ouais, d'accord, c'est vrai, on va les empiler avec les mains». Et donc du coup, ce qu'ils devaient faire en 10 minutes, ça a pris 15 secondes. Mais au final, tu as quand même des personnes qui se sont dit: «Bah, ouais, mais c'est pas marrant».
Donc il y a eu cette séance, ça a duré ça c'était à la 10e minute de la séance. Donc je te laisse un peu imaginer il y avait un peu une notion de défi de, bah ouais, hein, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? J'interviens pas. Ce que je te disais, c'est que je suis vraiment en posture d'observateur. Et donc du coup, de fil en aiguille, bah, ça commence, bah, il continue sur cette lancée-là, à empiler les quilles avec les mains. C'est moins fun, hein, c'est carrément moins fun qu'utiliser, les ficelles, les coordonnées et cetera. Et donc du coup, il se passe quelque chose dans le groupe où c'est vraiment, ça commence à avoir de la tension, ça commence à avoir, à se tirer enfin voilà, à se tirer des balles, tu sais? Et donc du coup, j'interviens plusieurs fois sur, stop, je mets en place dans les séances collectives, je mets en place le pouce qui permet d'arrêter le jeu, le temps de prendre un peu de hauteur. Et donc du coup, pouce, regardez ce que vous êtes en train de faire, comment vous vous sentez chacun et cetera. Et rebelote, il repartait sur ce truc-là. Et donc du coup, le débriefing a été ultra enrichissant parce que certes frustrant, certes émotion plutôt négative, mais j'ai appris beaucoup sur moi, sur le fait que et ben ça me convienne pas, mais que je dise pas non, que je suive le leader alors que j'avais envie de faire autre chose, etc. Et donc du coup, c'était comment des personnes enfin comment une personne a dit bah, et si on jouait pas, on faisait autre chose. Si on jouait pas, on gagnait. Que les autres ont dit bon, d'accord. Et au final, ils se retrouvent tous dans une situation un peu bah ouais, mais on voulait jouer, c'est pas marrant. Donc du coup, c'est à accompagner ça. Donc ça a été très fort, intense pour moi de garder ma posture, de dire, enfin voilà, de gérer cette frustration, cette énergie et de l'accompagner vers plutôt du créateur et qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Donc c'était une séance où je terminais sur les rotules, mais génial quoi. Mmh. Et si tu devais le refaire, tu changerais du coup les consignes, seraient plus claires ou? Si je devrais le refaire, non, parce que c'est pareil pour la triche en fait. Ça arrive régulièrement dans les jeux, dans les séances, que les personnes trichent. Et même quand tu triches, ça parle de toi. Qu'est-ce que ça vient dire? Je me suis retrouvé sur une séance par exemple, où j'ai utilisé Galerapados, où une personne au débrief dit bah ouais, alors moi ça m'a gêné parce qu'il y a une personne qui a triché et je l'ai vu et j'ai rien dit, mais ça me dérange. Euh, et donc la personne qui dit bah oui, c'est moi qui ai triché. Donc c'est là où moi j'interviens en disant mais oui, moi j'ai vu que tu as triché, c'est ok, c'est à quel point ça parle de toi. Et donc la personne disait ben je préfère tricher pour sauver tout le monde que ne pas tricher et qu'il y en a qui restent sur l'île. Tu vois, donc du coup, ça parle à chaque fois. Donc du coup, on vient toucher sur la notion de justice, d'équité, de règles chez la première personne qui parlait, et sur la notion de bah ouais, faut quand même que transgresser les règles pour pouvoir sauver un maximum de gens. Donc ça parle à chaque fois. Donc ça, c'est pour répondre sur les consignes et sur le cadre. En fait, le cadre, il est clair, il est posé, et en même temps, à l'intérieur, ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est pas moi qui vais dire non, vous respectez pas les règles. Parce que du coup, c'est comment moi, ce que je propose, c'est une expérience de jeu, et après ils en font ce qu'ils veulent. C'est le groupe qui va choisir. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils aient joué et qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu ou qu'ils se soient amusés, mais c'est comment on peut de cette expérience-là, comment on peut en tirer chacun quelque chose. Donc du coup, je pense que ce que je changerais par rapport à la séance en tout cas, qui a été très intense, ça serait de les mettre en action. Parce que quand je parlais du pouce, par exemple, euh, où je pousse, comment vous vous sentez? Avec les doigts, vous mettez entre 1 et 5. 1, je me sens pas du tout bien. 5, je me sens très bien. Il y avait des 1, il y avait des 2, il y avait des 0, il y avait pas de 5, hein. Donc ça veut dire que chacun individuellement se sentait mal, d'accord, dans la situation. Et après, je leur disais, ben voilà, avec ça, qu'est-ce que vous faites? Et je repartais. Et en fait, ils repartaient dans les mêmes travers que 2 minutes plus tôt. Et je pense qu'en fait, ce que je changerais dans ma façon d'interpeller les participants, c'est pas qu'est-ce que vous faites vous collectif, mais c'est qu'est-ce que tu fais toi, 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 de manière individuelle pour pallier à cette situation.
Parce que du coup, je prends la responsabilité de changer et c'est pas quelqu'un ou alors le collectif ou alors, tu vois, qui va changer. C'est qu'est-ce que toi tu fais, tu mets en place pour passer de 1 à 2, ou à 3 ou à 4 ou à 5, et cetera. Donc c'est vraiment à essayer d'être un peu plus, à inviter individuellement. Est-ce que, donc ça c'était un conseil pour toi-même. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaiteraient utiliser le jeu en tant que coach ou dans des séances de coaching? Je pense que, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, puisque plutôt que donner des conseils, sur, c'est prêcher la bonne parole et cetera, je vais plutôt dire ce qui m'a aidé pour avoir cette posture-là, c'est, à ne plus être dans le faire, donc du coup de faire le bon coach, de bien se rappeler tous les théories, les concepts, à bien poser les bonnes questions et cetera, mais être plutôt dans l'être. Donc dans quelque chose qui est plutôt du ressenti, de l'intérieur, de mon intérieur, mais aussi de l'autre, d'être au contact de ce qui se passe chez moi pour me faire confiance, de mes ressentis aussi. Ce que je pense que ce que je peux ressentir peut venir aussi de la personne que j'ai en face de moi. Et donc, du coup, c'est comment je peux prendre soin de ça et remettre en question, etc. Donc, c'est des principes de la Gestalt, mais c'est vraiment être plutôt dans l'être que dans le faire. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma pratique. Alors on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Euh, Peut-être juste ce que pour terminer sur ça, c'est un souvenir sur une animation, enfin en tout cas une séance de coaching collectif où en fait 20 personnes, 20 adultes, des cadres, des responsables, un peu de tous horizons, c'était sur un meet-up et qui venaient et j'avais l'impression de voir des gamins en fait. Et ils sont sortis de là avec vraiment ah, j'ai beaucoup appris, etc. Et en même temps, je me suis amusé. Et c'est ça, quand il y a ça qui sort, c'est tout bénef, quoi. Voilà. Et après, si ce que je pourrais terminer aussi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter là avec le confinement, c'est la possibilité de faire ça à distance. Qu'il y a pas mal de façon de faire jouer à distance, et de mettre en relation et de creuser, de faire les séances de coaching à distance. Et donc du coup, c'est vraiment ça que je suis en train de toucher du doigt depuis le début du confinement, notamment avec le labo des jeux. Et c'est quelque chose qui est assez puissant en fait, parce que du coup, ça permet de mettre en relation des personnes, notamment des équipes qui sont pas dans les mêmes bureaux, quoi, qui sont à des coins de France différents. Et donc du coup, c'est travailler sur cet aspect-là à distance, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa et que je découvre avec le confinement. Grâce au confinement. Ouais, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Simon pour cet échange. Mais merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.